Messieurs, bonjour. Mesdames et messieurs, merci d'être aujourd'hui au centre d'accueil de la presse étrangère. Nous avons souhaité inviter dans le cadre des activités de l'Association pour la presse étrangère, que je représente ici et dont la présidente Michaela Sétier est ici dans la salle, inviter donc l'Institut de prospective économique du monde méditerranéen, représenté par M. Radi Medeb, son président, et M. Jean-Louis Guilou, son créateur et délégué général. Nous avons pensé que les enjeux aujourd'hui en Méditerranée étaient très importants et pouvaient influencer fortement ce qui se passe de par le monde. Et nous avons souhaité avoir donc ces illustres personnes pour vous présenter et répondre à vos questions. Et je les remercie d'avoir accepté cette invitation. Donc je donne la parole à Monsieur le Président de l'Institut de l'IPME. Merci. Bonjour, merci pour votre invitation. Nous sommes heureux d'être avec vous aujourd'hui, les représentants de la presse étrangère à Paris, à la fois pour vous dire qui nous sommes, ce que nous faisons, et en quoi ce que nous faisons et que nous faisons depuis plusieurs années maintenant correspond, d'après nous, à une forte exigence de la situation géopolitique de la région aujourd'hui. Donc, sans plus tarder, je vais donner la parole à Jean-Louis Guilou, le délégué général, qui vous présentera rapidement IPMED, ses objectifs, ses modalités de fonctionnement, ses projets, sa vision pour la région. Je prendrai la parole après pour abonder dans son sens et surtout pour dire en quoi ce que nous faisons nous semble plus que jamais inscrit dans les nécessités du moment. Et nous essaierons d'avoir un dialogue avec vous. Merci. Jean-Louis. Radi, merci infiniment. Mesdames et messieurs, bonjour. Je suis venu avec un seul objectif, c'est vous convaincre de ce qu'un institut qui fait de la prospective devrait vous apporter des éléments de compréhension et des éléments d'information sur ce qui se passe en Méditerranée. J'aimerais vous convaincre de nous revoir tous les trimestres, tous les semestres. Vous êtes des porteurs d'informations. IPMED est relativement modeste en matière de communication. Notre travail, c'est d'identifier une centaine de personnes, on va dire haut placées, et de leur apporter des éléments discrètement, des éléments de compréhension des sujets. Mais après 4 ans de ce travail relativement discret, nous prenons conscience qu'il faut élargir notre panel, il faut élargir notre horizon de diffusion. Nous sommes restés trop longtemps clandestins, mais trop fixés sur les élites. Et nous pensons que la presse étrangère pourrait être un relais très fort. Alors que faisons-nous et pourquoi nous agissons? D'abord, pourquoi? Et puis après, le comment. Nous sommes convaincus que l'avenir de l'Europe, c'est dans la Méditerranée. Nous sommes convaincus que même si l'Angleterre tire vers le Canada et l'Amérique, même si l'Allemagne tire vers les pays de l'Est, le rôle de la France et globalement de l'Europe, c'est de mettre le cap au sud. Nous sommes convaincus de ce que notre avenir est au sud et réciproquement, nous sommes convaincus que l'avenir de l'Algérie, de la Tunisie, du Maroc et de grand nombre de pays, c'est de s'ancrer, un ancrage
à l'Europe. Ces pays du Sud sont très petits, ils vont être ballottés dans la compétition mondiale, ils ne vont pas pouvoir résister à des grands prédateurs qui vont venir piller leurs richesses naturelles. Et sans citer de nom, vous en connaissez pas mal qui sont en Afrique, au nord de l'Afrique et dans l'Afrique subsaharienne. Et donc, notre conviction se confirme, est confirmée par 4 ou 5 éléments. Faire de la prospective, c'est pas faire l'actualité, c'est pas suivre l'actualité. Nous ne savons pas, et nous ne voulons pas parler de la chute de Bachar el-Assad, du bien fondé de l'intervention au Mali et du devenir de Bouteflika, ce n'est pas notre sujet. Nous essayons, au-delà du visible apparent et des phénomènes, des événements, nous essayons de voir quelles sont les forces qui sont à l'œuvre, les forces structurantes, les forces cachées. Et nous essayons d'enlever l'actualité pour voir le fondamental. Nous avons cette prétention. Et Fernand Braudel, qui est notre maître à penser, Fernand Braudel disait la chose suivante: si j'étais chef d'un grand État, je travaillerais peu, je regarderais les forces à l'œuvre et j'agirais et je faciliterais celles qui vont dans le bon sens. Pour nous, le bon sens, c'est le rapprochement des 2 rives de la Méditerranée. Nous sommes des passionnés de la relation entre les 500 millions d'Européens et les 500 millions de populations du sud et de l'est de la Méditerranée. Comment les rapprocher? Et nous pensons que le rapprochement se fera par l'économie. C'est pourquoi nous sommes appelés Institut de prospective, nous sommes dans le fondamental, de prospective économique. Parce que nous considérons que les chefs d'entreprise sont des pionniers. Les chefs d'entreprise ne sont pas prisonniers de schémas. Ils n'ont pas de frontières dans la tête. Les chefs d'entreprise vont là où il y a des opportunités. Alors que les diplomates sont très souvent, pas tous, des hommes prisonniers des frontières. Un diplomate français a la carte de la France en tête, et un diplomate tunisien a la carte de la Tunisie, et ce sont 2 hommes qui s'affrontent sur des éléments de souveraineté. Les chefs d'entreprise n'ont pas d'éléments de souveraineté. L'économie est un langage universel, les taux d'intérêt, les parts de marché, et pour avoir assisté à des conférences entre chefs d'entreprise, palestiniens, jordaniens, israéliens parlent le même langage. Et je garde secret une liste des chefs d'entreprise israéliens qui font des affaires avec des chefs d'entreprise palestiniens. Ils se détestent, les gouvernements. Mais là où il y a 15% à gagner, les hommes y vont. Et donc nous pensons que les chefs d'entreprise sont pionniers, ils sont rapides. Or, je pourrais vous démontrer, mais il nous faudrait du temps, que les chefs d'entreprise anticipent la relation, anticipent pas l'unité, mais ils anticipent cette grande région Europe-Méditerranée. Voulez-vous un exemple simple? Renault, qui est à Tanger. C'est pas pour le Maroc. Renault est à Tanger pour approvisionner une grande partie de l'Afrique occidentale. Et puis, nous avons de multiples exemples. Danone vient de créer, est en cours de créer la plus grande étable au monde, de 12 500 vaches, au sud du Caire, protégée par l'armée, malgré les révolutions. Ils y vont, ils sont présents. Renault est aussi allé en Algérie. Les Allemands descendent en Tunisie. Et là, ce sont des hommes agiles, rapides, qui flairent les opportunités. Ce sont les légionnaires. Et donc, nous faisons de la prospective économique sur le monde méditerranéen. Nos points forts consistent à dire, pour construire cette relation entre le Nord et le Sud, nous avons 5 arguments.
Le premier argument, c'est que on voit apparaître partout dans le monde ce que Jérémy Rifkin appelle des régions continentales. La mondialisation qui consiste à aller n'importe où, faire n'importe quoi avec n'importe qui, acheter, cette mondialisation nous a procuré des bienfaits à court terme, mais nous a permis à condamner notre étude, notre industrie. Et nous voyons apparaître des grandes régions, l'ALENA, le Mercosur, des grands ensembles. Et le plus puissant, c'est ASEAN plus 5. Ils sont dans cette région de l'Asie, ils sont 2,5 milliards de grands marchés communs. Et nous pensons que l'Europe a eu la bonne idée de faire son unification, mais de s'être élargie à l'Est. Mais l'Europe maintenant doit mettre le cap au Sud. Elle ne l'a pas fait. Et nous sommes très complémentaires. Et donc, la régionalisation du monde est en cours. Je prends un exemple politique, je ne voudrais pas être long. Mais mesdames, messieurs, interrogeons-nous ensemble. Regardez la progression de l'Europe, de ce qu'elle est, de ses concepts, de sa démocratie. En 1974, l'Europe a chassé Salazar et on a intégré le Portugal, on a chassé Franco, on a intégré l'Espagne, on a chassé des colonels grecs et annexé la Grèce. Et puis on a dit aux Turcs, faites un peu moins de révolution. Et une fois que l'Europe a eu absorbé tout ce pays de l'Est, du Sud de l'Europe, eh bien, notre influence a sauté la Méditerranée, et cette influence est tombée sur le petit pays, la Tunisie, le plus affranchi, le plus proche de nous, où les femmes sont libérées, où 90% de la population est éduquée et alphabétisée. Ce n'est pas un hasard si c'est la Tunisie qui est la première, parce que proche de nous par les valeurs, a été la première à faire sa révolution, et cela va se propager. Donc nous pensons que la régionalisation est en cours. Nous pensons aussi, deuxième idée qui touche à l'économie, c'est l'intégration par la production. Nous pensons, prenez le cas de ce qui s'est passé pour le circuit de la viande de cheval, nous pensons qu'on va assister à des circuits beaucoup plus courts. Ces circuits trop longs ne permettent pas la traçabilité et le contrôle. Et on va avoir des circuits sur 400, 500, 600 km. Et les Allemands ont mis en place des circuits courts et ils ont absorbé tous les pays de l'Est. Le capital allemand est allé dans les pays de l'Est. Et nous pensons que maintenant ça va être au Sud. Il va y avoir cette intégration des filières qui vont se créer entre les deux rives de la Méditerranée. Nous pensons aussi, troisième argument, la révolution énergétique. La révolution énergétique, les Allemands l'ont intégrée. Les Allemands disent, mais dans 40-50 ans, il n'y aura plus de pétrole, plus de gaz, plus d'uranium, plus de charbon. Mais que va-t-on faire? Il n'y a plus que le soleil. Et les Allemands sont sur le solaire. Ils arrivent des jours de pointe, pas continuellement, mais des jours de pointe. L'énergie solaire produite en Allemagne, 33% de leur énergie. Or, mesdames et messieurs, le soleil a un rendement 3 fois supérieur en Afrique du Nord qu'en Allemagne. Et tout de suite, les industriels vont se porter naturellement à construire des grandes centrales. Ils vont aller au sud. Et déjà, de nombreux chefs d'entreprise, n'avez-vous pas été choqués, surpris par l'annonce il y a 2 ans où Mme Angela Merkel disait au printemps, je vais fermer 42 centrales nucléaires, et 6 mois après, un consortium de chefs d'entreprise allemands, groupés dans Desertec, disait on va investir 400 milliards dans Desertec. Cette rapidité du patronat. Les Allemands ont fait le calcul qu'il suffirait d'un carré, un carré de 360 km dans le Sahara pour approvisionner en énergie toute l'Europe et l'Afrique du Nord. Donc, les chercheurs, les chefs d'entreprise s'intéressent à ces sujets.
Mais vous avez aussi d'autres thèmes qui montrent que les relations entre le Nord et le Sud, entre l'Europe et la Méditerranée, sont en train de changer de nature. Et donc IPMED fait de la prospective avec le monde industriel. Et je résume quelles sont nos fonctions. Nous avons 3 fonctions dans cet institut. La première fonction, c'est que nous produisons des idées nouvelles. Nous sortons des sentiers battus et nous disons par exemple il faut faire une communauté euro-méditerranéenne de l'énergie. Vous voyez notre attitude. Les Européens sont en train de travailler sur une communauté européenne de l'énergie, lancée par Delors, reprise à l'heure actuelle par la Commission, à IPMED avec un peu de courage, un petit peu un esprit un peu frondeur. Nous sortons une idée originale que nos amis du Sud nous donnent. Nous disons il est plus facile de créer une communauté entre pays complémentaires, les Arabes et les Européens, qu'entre pays concurrents. Tous les Européens sont concurrents. Tous les Européens sont des consommateurs d'énergie. Pourquoi voulez-vous qu'il y ait un accord entre la France et l'Allemagne et l'Italie, puisque chacun recherche à sécuriser ses sources d'approvisionnement, et il est plus facile de dire à l'Italie et à la Libye, allez venez, on va essayer de faire une communauté. Et donc nous travaillons sur des idées nouvelles, comme celle-ci. Nous travaillons sur, deuxièmement, notre deuxième fonction, nous sommes un lieu d'influence. Nous sommes un lieu d'influence et, sans aller trop dans les détails, nous aimons que Juppé, Védrine, le président de la République en Algérie reprennent nos idées. La colocalisation, la coproduction. Nous aimons diffuser en Allemagne, nous aimons diffuser à la Commission européenne. Nous aimons que le président du Parlement, Martin Schulz, dise « Eh bien, ce que vous faites, c'est très bien. Je suis d'accord avec vous. La preuve, je vais vous donner une fonction pour une mission pour repenser les relations Nord-Sud en termes économiques. » Et puis la troisième fonction que nous mettons en œuvre, nous voulons faire le brassage des élites. Le brassage des élites nous paraît être une fonction importante avec le renouvellement des élites du Sud. J'arrive au terme de mon bref exposé pour vous dire que nous sommes un institut de taille moyenne. Nous travaillons avec 17 personnes, 17 salariés, mais nous avons surtout un réseau de correspondants. Énormément de correspondants dans les pays du Sud et de l'Est de la Méditerranée, des correspondants industriels, des correspondants chercheurs. Nous sommes relativement modestes dans la taille, mais nous avons des correspondants. Vous dire que nous sommes paritaires dans nos structures, toujours une personne du Sud, une personne du Nord. Une partie de notre équipe est ici présente et vous avez, je les vois là, il y a un chargé de mission du Liban, une Espagnole, mais il y a des Algériens. Nous sommes internationaux. Un Italien qui était là, qui c'est l'Italien. On a un Français qui parle l'italien très bien, monsieur Jean-Marie Platante, mais l'Italien qui avait parti, il est allé à l'EFD. Mais nous aurons italien, nous aurons espagnol, nous aurons allemand. Donc nous sommes paritaires, nous sommes deuxièmement, nous sommes sur des sujets porteurs d'avenir. Et je conclue en disant la chose suivante, c'est que dans cette période troublée par la morosité en France, une absence de vision, on ne sait pas trop où on va, dans une période où pour vous, journalistes, il est difficile de lire et d'interpréter toutes les révolutions, les contre-révolutions, les démissions. Nous sommes des Méditerranéens et nous disons il faut du temps. La Méditerranée, c'est l'espace du temps.
Et donc, les pays du Sud vont mettre 5 ans, 10 ans, je ne sais pas, pour retrouver une période de stabilité. Ils font de vraies révolutions, mais il ne faut pas perdre de temps, malgré ces périodes difficiles, délicates. Le futur se construit maintenant. Il est possible, à l'heure actuelle, par des actions concrètes, des projets concrets, il est possible de construire des substrats, des alliances qui vont préfigurer la Tunisie de demain, qui vont préfigurer l'Algérie de demain et le Maghreb de demain. Mon dernier mot portera sur la coopération décentralisée. Nous faisons beaucoup d'économies, l'eau, l'énergie, la santé, vous pouvez nous interroger, mais depuis un an et demi, nous avons découvert les vertus de la coopération décentralisée. Et la semaine prochaine, le vendredi 1er du mois de mars, nous faisons un petit déjeuner, conférence et débat sur la coopération décentralisée. Nous avons produit un rapport. Et pour y avoir travaillé personnellement, je suis surpris de la puissance que représente la coopération décentralisée. C'est une puissance qui n'est pas liée à l'argent. Il y a à peine toutes les collectivités locales françaises, départements, régions, villes, agglomérations, au total mettent 20 millions par an. C'est pas énorme. Mais ce qu'il y a de très important dans la coopération décentralisée, ce sont les relations de confiance et la mobilisation de la société civile. Et imaginez, je le dis à notre président tunisien, imagine, Radi, un président de la République qui dirait « Je veux que toutes les universités françaises coopèrent avec toutes les universités tunisiennes. Je veux que tous les lycées et collèges français coopèrent avec un lycée et un collège tunisien. Je veux que tous les hôpitaux français coopèrent avec les hôpitaux tunisiens. Je veux enfin que toutes les communes et les départements français coopèrent avec les collectivités territoriales de Tunisie. Je ferai le pari, qu'en 3 ans, tout serait changé. Je vous remercie. Merci Jean-Louis. Je vais avoir peu de choses à compléter sur la présentation d'IPEMED. Je voudrais peut-être simplement rappeler qu'IPEMED a été créé en 2006. Et ce rappel n'est pas anodin parce que souvent dans la presse, dans la perception des uns et des autres, IPEMED a été lié à l'Union pour la Méditerranée. En fait, IPEMED est antérieur à l'Union pour la Méditerranée et IPEMED a milité pour que l'Union méditerranéenne ou l'Union pour la Méditerranée voit le jour parce que c'est sa conviction profonde que dans la mondialisation, il y a des régionalisations qui se mettent en place et ce sont les régionalisations qui permettent à la mondialisation d'être effective et de se faire au service des populations et non pas qu'elles soient destructrices de valeur. Donc c'est un projet que nous portons depuis longtemps qui a été pendant plusieurs années parallèle au projet d'Union pour la Méditerranée, mais j'avais personnellement un mot sans cesse à la bouche, eux c'est eux, nous c'est nous. Eux font du politique et du diplomatique, nous faisons de l'économique. Et donc nos objectifs convergent, certes, mais nous sommes sur un terrain plus sûr, même s'il est plus long à mettre en œuvre. La transformation doit venir de l'économique et doit passer par l'économie. Depuis le départ, IPEMED avait la conviction que les deux besoins fondamentaux pour la région méditerranéenne et surtout pour les pays du sud et de l'est de la Méditerranée étaient des besoins en termes d'emploi et d'infrastructures. Et donc d'investissement pour l'emploi et pour les infrastructures. Je cite quelques chiffres, je n'en citerai pas beaucoup. Je dirais que la région sud et est de la Méditerranée a besoin sur les 10 prochaines années de créer 50 millions d'emplois. C'est absolument énorme. Ça va largement au-delà de la capacité des secteurs privés des différents pays de la région. Un autre chiffre
les pays du Sud et de l'Est de la Méditerranée ont besoin de créer sur les 10 prochaines années des infrastructures nouvelles pour un montant d'investissement de 400 milliards d'euros. Ça va largement au-delà de la capacité des États et des secteurs publics et privés des différents pays de la région. Ces besoins sont là, ils sont inéluctables. S'ils ne sont pas satisfaits, eh bien, ces pays qui sont jeunes, je prends le cas de la Tunisie, la moyenne d'âge en Tunisie est de 27 ans. 2 tiers des Tunisiens ont moins de 37 ans. Eh bien, ces gens ont des exigences qui ne sont pas satisfaites et à ce moment-là, ils se lèvent. Et c'est ce que nous avons connu. Alors, très rapidement, les pays du Sud et de l'Est de la Méditerranée ont toujours eu une relation forte avec l'Europe. Cette relation est à la fois géographique, c'est la proximité, elle est historique, nous partageons une histoire commune, elle est culturelle, nous parlons les mêmes langues de part et d'autre, elle est humaine, l'essentiel de la diaspora des pays du Sud est en Europe. Elle est économique et commerciale, l'essentiel des flux touristiques qui viennent dans les pays, que ce soit le Maroc, la Tunisie, l'Égypte, sont des flux qui viennent d'Europe. Elle est également commerciale, puisque un pays comme la Tunisie, les 3/4 de ses échanges extérieurs se font avec l'Europe, et les 3/4 de ces 3/4 se font avec 4 pays en Europe. Donc la relation est forte. Mais cette relation forte a besoin d'être transformée. Et c'est la vocation d'IPMED. Nous travaillons à identifier les modalités de transformation de cette relation forte. Les printemps arabes qu'on a connus ces 2 dernières années, et qui se sont déclenchés d'abord en Tunisie pour se propager sous des formes diverses et variées à quasiment l'ensemble des pays du monde arabe, ont un dénominateur commun partagé par l'ensemble des pays arabes. Et curieusement, le monde aurait dû connaître ce dénominateur commun, et les responsables des pays arabes auraient dû s'en rendre compte depuis longtemps, puisque en 2002, le PNUD faisait réaliser sa première étude sur le développement des ressources humaines dans l'ensemble de la région arabe. Étude réalisée par un groupe de 30 experts des différents pays arabes. Et quand l'étude était prête, l'administrateur général du PNUD en avait écrit l'introduction et la présentation. Et dans l'introduction, il écrivait « D'immenses progrès ont été réalisés dans l'ensemble des pays arabes en matière de développement humain. 3 domaines restent en deçà des besoins et des capacités des pays. Et il va falloir que chacun des pays travaille sur ces 3 domaines. » Il parlait de 3 exigences non satisfaites. Ah, merci. J'ai une voix qui porte en principe, mais elle porte encore plus avec le micro. Merci. Il parlait de 3 exigences qui étaient non satisfaites. Ces 3 exigences, c'était d'abord l'exigence de la voix, VOX. C'est la liberté d'expression, la liberté de penser, la liberté d'association. La première des exigences, donc, c'est l'exigence de la voix. La deuxième, c'est l'exigence pour de meilleures conditions sociales. Les populations sont de plus en plus demandeuses de meilleures conditions sociales. Quand on sait que dans le monde arabe, aujourd'hui encore, le taux d'analphabétisme est l'un des plus élevés dans le monde, avec des disparités importantes, certes, d'un pays à l'autre, mais la moyenne est de l'ordre de 40%. Un pays comme la Tunisie, où le taux de scolarisation dépasse les 100% pour une tranche d'âge déterminée, compte quand même aujourd'hui encore 18,5% d'analphabètes. C'est inacceptable pour des pays qui sont censés entrer dans le XXIe siècle dans la société du savoir. Alors, je ne parlerai pas du taux de pénétration d'Internet et de l'usage des technologies de l'information et de la communication. On a trop rapidement dit que la révolution en Tunisie était portée par les instruments de la modernité, était portée par les réseaux sociaux, par l'usage d'Internet. C'est vrai et c'est faux en même temps. Le taux de pénétration d'Internet dans un pays comme la Tunisie n'est que de 16%. Il est très faible, et cette faiblesse cache des disparités régionales extrêmement importantes. Dans les régions où le soulèvement a eu lieu, le centre-ouest du pays,
Le taux d'équipement des ménages en ordinateur est à peine de 3%. C'est-à-dire, c'est l'exception plutôt que la règle. C'est un peu fort quand même, c'était mieux ça. Oui, vous entendez mieux. Oui, je pense. Merci. Oui, moi aussi, je m'entendais mieux. Et ça fait de l'écho. La troisième exigence non satisfaite est l'exigence de plus grandes opportunités économiques. Dans l'ensemble des pays du monde arabe, le développement du secteur privé s'est fait sur la base de la proximité au pouvoir, de la rente et des privilèges. Et ceci restreignait les capacités de création de valeur, de création de richesse et rendait le coût d'accès à la création d'entreprises prohibitif. Ce sont ces trois exigences qui avaient été déjà relevées en 2002, qui sont, pour moi, derrière les révolutions arabes de 2011 et de 2012, et qui continuent, et qui, malheureusement, n'ont pas encore été satisfaites dans la plupart des pays de la région. Même dans un pays comme la Tunisie ou l'Égypte, si des progrès considérables ont été réalisés en matière d'exigence de la voix, les problèmes économiques et sociaux n'ont pas encore été adressés à ce jour. Aujourd'hui, dans la région, dans l'ensemble de la région, que ce soit au nord ou au sud, la situation est troublée. Nous passons par une crise économique et financière importante qui frappe l'Europe, mais qui frappe également les pays du sud et de l'est de la Méditerranée. Mais nous passons également par des crises institutionnelles. Il y a la crise européenne qui a fait douter l'Europe à un moment et qui oblige l'Europe à identifier de nouvelles modalités de coopération, de nouvelles modalités d'intégration, à la fois sur le plan bancaire, financier, institutionnel, etc., mais aussi dans les pays du Sud. Alors, les idées que nous portons en IPEMED nous semblent plus que jamais d'actualité aujourd'hui. Parce que si les populations se sont soulevées dans les différents pays, et qu'elles se sont soulevées, et qu'elles continuent à se soulever, c'est qu'il n'y a pas eu suffisamment de création d'emplois, il n'y a pas eu suffisamment de création de richesses, et quand il y a eu création de richesses, cela n'a pas été suffisamment inclusif et n'a pas touché l'ensemble des populations concernées. Plus que jamais, les créations d'emplois dont je parlais au début, les 50 millions, sont une exigence quotidienne aujourd'hui dans les différents pays de la région. Plus que jamais, les infrastructures sont une exigence quotidienne et ces pays ne s'en sortiront pas seuls. Ils ont besoin d'identifier de nouvelles modalités de collaboration et de coopération avec l'Europe, leurs plus proches voisins, mais c'est aussi leur premier partenaire économique, financier, commercial et humain. D'abord parce que l'avenir de l'Europe passe par les pays du sud et de l'est de la Méditerranée, et d'abord trivialement la sécurité de l'Europe passe par la sécurité des pays du sud et de l'est de la Méditerranée. Nous avons vu au moment de la guerre en Libye les flux, sinon les flots d'immigration sauvage, clandestine, qui s'est déversée sur Pantelleria. Il y a eu en l'espace de quelques semaines 30 000 personnes qui sont arrivées là. Si le sud de la Méditerranée ne retrouve pas stabilité, sécurité, prospérité, ce ne sont pas 30 000 qui arriveraient, mais ça serait plusieurs centaines de milliers. Et l'Europe qui avait tremblé sur ses jambes en 2011, à l'occasion de ce flux ponctuel, pourrait m'être mise à mal. Donc notre destin est commun, il est nécessairement partagé, et nous avons l'obligation, entre le nord et le sud de la Méditerranée, d'identifier de nouvelles modalités de collaboration, faites, à mon sens, de plus de proximité, de plus de solidarité, de plus de durabilité également, de plus de complémentarité.
On ne pourra plus jamais considérer le Sud comme étant pourvoyeur de main-d'œuvre à bas niveau de salaire ou de matières premières uniquement. L'ensemble de la région devra se construire économiquement, socialement, solidairement pour acquérir ensemble les attributs de la compétitivité commune pour aller ensemble chercher des marchés au-delà des limites de la région. Cela est d'autant plus le cas aujourd'hui que les nouveaux gouvernants dans les pays du Sud et de l'Est de la Méditerranée ne connaissent pas suffisamment la réalité ni de leur pays, ni des relations euro-méditerranéennes. Ce sont souvent des gens qui, pendant longtemps, ont été dans le politique pur, ont été en dehors de leur pays, en exil, qui défendaient des notions qui aujourd'hui paraissent élémentaires, qui défendaient le droit à la parole, le droit à l'association, le droit à l'organisation, et qui ont été surpris, submergés par les révolutions arabes et qui se sont retrouvés aux commandes. Donc ce sont des gens qui n'ont pas de projet économique pour leur pays et pour la région, et il leur a semblé dans un premier temps que leur proximité culturelle avec les pays du Proche-Orient et du Moyen-Orient pouvait donner un contenu à un projet économique et social. Non, cela ne peut pas être le cas parce que ces pays du Proche-Orient n'ont pas suffisamment de profondeur économique pour impulser des relations économiques et financières viables avec les pays de la région, n'ont pas suffisamment de profondeur économique pour être la source des flux d'investissement, des flux humains au niveau du tourisme ou autre, n'ont pas suffisamment de tradition industrielle et scientifique et technologique pour impulser des relations basées sur les principes de la bonne gouvernance. Aujourd'hui, plus que jamais, il faudra faire de la pédagogie vis-à-vis des nouvelles élites arrivées au pouvoir dans les pays du Sud et de l'Est de la Méditerranée pour expliquer encore une fois que l'avenir de leur pays passe par une coopération forte avec l'Europe, mais aussi que la transformation de leur société, qui est une exigence de leur population, passe par une plus grande convergence législative et normative avec l'Europe. Les statuts avancés de certains pays, dont bénéficient certains pays dans leur relation avec l'Europe, et notamment je pense au Maroc et la Tunisie, devraient être l'occasion d'une transposition de l'acquis communautaire européen, législatif et normatif dans ces pays-là. Et c'est là, à mon sens, la voie vers la modernité, la voie vers la transformation sociale et la voie vers la réponse aux exigences de leur population. Merci. Je vais me permettre donc d'enclencher rapidement sur la fin de votre présentation et je vous remercierai ensuite de poser vos questions à nos invités. Pensez-vous aujourd'hui qu'il permet, puisque vous venez de le souligner, ces nouveaux gouvernants n'ont pas effectivement le background, les compétences aujourd'hui que nécessite tout pays qui naît de telles révolutions? Pensez-vous qu'il permet et peut apporter à ces nouveaux dirigeants une réelle réflexion et les amener à accepter d'être plutôt de vrais partenaires de l'Europe au lieu effectivement de se diriger vers d'autres pays qui sont bien plus éloignés culturellement et des besoins de la Méditerranée qui a toujours été pro-européenne. Merci. Madame, la réponse est la suivante. Si les pays du Sud, et de l'Est de la Méditerranée, je prends le cas de l'agriculture, que nous appréhendons avec beaucoup de compétences et de doigté. Si les pays du Sud, donc, veulent faire des coups
acheter du sucre brun au Brésil et non pas des betteraves, s'ils veulent acheter 1000 tonnes de céréales, s'ils veulent acheter du lait en poudre pour refaire du lait composé, incontestablement, le Canada, le Brésil, l'Argentine sont mieux placés. Mais si les pays du Sud se disent « ça ne peut pas durer », les prix mondiaux vont augmenter. Nous sommes dépendants, l'Algérie, à 80% de son alimentation dépend de ses importations. Et donc si les pays du Sud veulent remonter les filières, faire de la recherche-développement, faire de l'encadrement, organiser les marchés, alors nous pensons que l'Europe, parce qu'elle est proche, est capable de leur donner tous ces transferts de technologie, remonter des filières, aller dans le temps et prendre et c'est ce qui se passe. La région Bretagne et la région Pays de Loire, dans le cadre de la coopération décentralisée, entretient avec l'Algérie dans les Aurès, ils ont pris des régions et ils remontent des élevages. C'est un travail lent. Et vous voyez bien que la proximité géographique est une chose importante. On ne peut pas déplacer des Chinois et on ne peut pas déplacer des Américains de très loin. Il faut donc une proximité géographique. Donc voilà pourquoi nous pensons que la proximité géographique, la complémentarité sont des atouts et que les pays du Sud ont intérêt, s'ils veulent remonter leur appareil de production, à s'intégrer en complément avec nos propres productions. Eh bien, la parole est à vous, mesdames et messieurs. Merci de vous présenter.